Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Valentine a 29 ans et elle est sage-femme depuis 6 ans. Elle n'a jamais vraiment eu envie de monter sa société, c'est venu à elle naturellement. À l'hôpital, beaucoup de soignants souhaitent proposer des projets pour améliorer l'hôpital, innover, améliorer le suivi des patients, mais les porteurs de projets se voient souvent freinés. Valentine a la chance d'être entourée d'entrepreneurs qui pensent évidemment que rien n'est impossible. Un état d'esprit qu'elle décidera d'adopter pour mener à bien ce projet. Elle s'est rendue compte dans son quotidien de sage-femme qu'il y avait des problèmes et donc des besoins. La problématique, l'idée, s'est alors présentée à elle. De la puberté à la ménopause, la femme passe par 1000 questionnements, mais elle n'est pas vraiment accompagnée. L'idée, créer Jean, plus qu'un parcours de soins, un vrai guide pour les femmes de la puberté à la ménopause. 6 mois plus tard, le projet est lancé. Elle réduit son temps de travail à l'hôpital et c'est parti pour l'aventure entrepreneuriale qui changera sa vie. Alors comment concrètement est-elle passée de sage-femme à chef d'entreprise qui lève 1 million d'euros ? Une levée de fonds qui leur permettra d'ouvrir le premier centre de soins de la santé de la femme au printemps prochain. Une femme, un parcours de soins. Valentine nous décrit concrètement en détail à quoi ressemblera ce tout premier centre Jean et quel sera le parcours de soins. Durant cet échange, on parlera de divers sujets importants qui touchent directement à la santé de la femme. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de gynéco en France ? Pourquoi ne sommes-nous toujours pas au courant du rôle des sages-femmes dans le parcours de santé de la femme ? Qu'est-ce que la médecine intégrative ? Quelle sera la place de la prise en charge de la santé mentale chez Jean ? Qu'est-ce que l'endométriose ? Quel est le diagnostic ? Quelles sont les solutions une fois le diagnostic posé ? Pourquoi la médecine a-t-elle toujours été basée sur le corps de l'homme alors que le corps de la femme a des enjeux bien particuliers ? Quels sont les projets actuels pour Jean et quelles sont les ambitions ? Quelles sont vraiment les clés pour passer de sage-femme à entrepreneuse ? Bonjour Valentine. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Mais je vais bien, je suis ravie de faire mon baptême de podcast aujourd'hui avec toi. Génial, mais moi aussi je suis hyper contente. Donc avant de commencer, je voulais quand même faire une petite intro un petit peu spéciale parce qu'on me demande souvent comment et où je trouve mes invités. Alors cette fois, je tiens à raconter cette petite histoire que tu ne connais pas parce que je voulais aussi te laisser cette petite surprise. Et ben c'est tout simplement mon papa qui avait découpé ou entouré un article dans un journal, je ne sais plus lequel, qui parlait de ton projet Jean dont tu vas évidemment nous parler et donc de toi. Donc c'est comme ça que je t'ai connue. Et c'est pour ça que je suis allée toquer à ta porte, que je suis venue vers toi. Voilà pour la petite histoire. Trop bien. Du coup, Valentine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Oui. Donc moi, Valentine, j'ai 29 ans. Je suis sage-femme depuis 6 ans maintenant. Et en parallèle, effectivement, je monte une boîte qui s'appelle Jean, dont je vais pouvoir vous parler. Exactement. Alors, il faut savoir que, donc, avant d'être entrepreneuse, mais tu vas nous le raconter, tu étais sage-femme et tu es toujours sage-femme, enfin, tu es toujours diplômée de cette formation, en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, Valentine, c'est quoi ton parcours ? Alors, et bien du coup, sage-femme, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu l'être. Je saurais même plus raconter la genèse de l'envie, tellement... Ça a l'air d'être depuis toujours, et c'est aussi ce que raconte ma famille. Et donc, du coup, j'ai fait, pour être sage-femme, tu dois passer par la première année de médecine, qui est commune. Donc, j'ai fait ma première année de médecine, et après, 4 ans spécifiques sage-femme. Et mon rêve absolu, c'était de travailler dans une maternité à Paris qui s'appelle les Bluets, dans le 12e. Et les Bluets, c'est une maternité qui est assez réputée pour accompagner les femmes, les couples, les enfants, au plus proche de leur projet de naissance, de leur projet de vie derrière.
Et donc, j'ai fait en sorte pendant mes études d'y passer à plusieurs reprises pour m'assurer d'être embauchée quand j'ai été diplômée. Et verdict, j'y suis toujours. Donc, je suis encore sage-femme aujourd'hui. Alors, plus du coup à la même fréquence, mais je le suis toujours. Et donc, voilà, donc j'ai fait 6 ans au Bluet. Et puis en parallèle, pendant mes études, j'avais un petit job étudiant un peu spécifique à mes études. Je gardais des nouveau-nés la nuit, tu sais, pour les parents qui rentrent de la maternité et qui sont KO. Alors ça peut être parce qu'ils ont des bébés prématurés, ça peut être parce que accouchement traumatique, parce que jumeaux, parce que triplés, ou juste parce que ils ont la possibilité de se faire aider. Et donc, je faisais ça quand j'étais étudiante sage-femme. Et en fait, quand j'ai continué à être sage-femme, quand j'ai commencé à être sage-femme, je veux dire, j'ai pas réussi à arrêter parce que j'adorais ça. Donc, je le faisais pas à la même fréquence, mais je continuais. Et jusqu'au moment où 3 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais mon temps à proposer les plans que je pouvais pas faire moi-même. Les familles qui me contactaient, je pouvais pas toujours les aider parce que j'avais mes gardes à côté. Et du coup, je m'étais entourée d'étudiantes sages-femmes, d'auxiliaires de puériculture, enfin de professionnels de la périnatalité pour faire ces gardes de nuit de nouveau-nés. Donc, je m'étais un peu créé un réseau. Et puis, jusqu'au moment où, du coup, je me suis dit que j'allais rendre les choses plus officielles et plus carrées. Et donc, j'avais créé un service de mise en relation pour ces jeunes parents qui avaient besoin d'aide et ces professionnels de la périnatalité. Et donc, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier de l'expérience entrepreneuriale, mais sans trop que je me rende compte. J'avais pas spécialement l'ambition de monter une boîte, d'être entrepreneur. C'est ce que j'allais dire, tu avais déjà cette fibre-là, en fait. Sans le savoir. Franchement, c'était sous-estimé, mais voilà. Et puis après, donc, j'ai continué mes années à l'hôpital tout en faisant ça, mais finalement, donc, j'ai monté ce service avec une de mes meilleures amies. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé par là. Et donc, ça a quand même lourdement compliqué les choses. Et puis, par ailleurs, je me suis rendu compte petit à petit que, en fait, j'avais envie de trouver un projet qui, niveau santé, avait plus de sens et plus d'impact à mes yeux. Et donc, du coup, on a arrêté d'un commun accord ce service-là. J'ai continué la sage-famerie, comme on dit chez nous, en ayant en tête que j'aurais envie d'avoir un nouveau projet et de faire autre chose, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore vraiment quoi. Donc, ça vient de là. Et puis... Et justement, ouais, comment est née l'aventure Jean ? Ouais. En fait, tu sais, à l'hôpital et dans le monde de la santé globalement, il y a quand même pas mal de gens qui ont, comme moi, qui ont envie de proposer des projets, de faire des choses pour améliorer au mieux les patients, innover un peu dans l'accompagnement qu'on leur propose. Sauf que à l'hôpital, avec les problèmes d'effectifs, avec le manque de moyens, on te répète quand même beaucoup ah bah c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas. Ou alors tu tentes un peu des choses, mais ça aboutit jamais. Et il se trouve que dans ma vie perso, je suis entourée de pas mal d'entrepreneurs. Et en fait, je trouve un truc assez génial chez les entrepreneurs, c'est que tu as l'impression que tout est possible, rien ne les arrête. Et, c'est vrai. Et du coup, c'est un peu ça, je trouve ça assez fascinant. Je sentais que moi, j'avais un espèce de petit feu à l'intérieur de moi qui avait envie de faire plein de choses, mais que j'avais pas cette possibilité dans ma pratique à l'hôpital. Et il y avait plein de dysfonctionnements que je constatais au quotidien sur l'accompagnement des femmes, où je trouvais que voilà, une femme de la puberté à la ménopause, elle passe par 10 000 étapes, 10 000 questionnements. Et en fait, elle n'est pas réellement accompagnée pour tout ça, à part à la limite pendant la grossesse, où l'accompagnement en grossesse, il est plutôt bien fait, que ce soit la puberté, le début de ta vie sexuelle, de son suivi gynéco, du jour où tu commences à te demander si tu veux un bébé, des parcours de PMA, le postpartum, la ménopause, c'est autant de sujets et de questionnements qui aujourd'hui sont assez mal adressés. Et du coup, tu t'es dit quoi à partir de ce moment-là ? Tu savais que tu savais ce que tu allais créer ? Tu avais déjà des idées ou pas du tout ? Pas vraiment. En fait, à la différence peut-être de l'entrepreneur avec un profil un peu plus classique, j'étais pas vraiment à la recherche d'un besoin, à la recherche d'une problématique.
J'étais pas vraiment en quête, c'est plutôt, c'est venu à moi assez naturellement, en fait. Je me suis rendu compte dans mon quotidien de sage-femme des dysfonctionnements qui m'interpellaient, plus, au-delà de mon expérience en tant que sage-femme, mais mon expérience, à moi en tant que femme, entourée de femmes. Et donc, la problématique, je l'avais sous les yeux. Il a juste fallu voilà, que je mette des mots et puis que je rencontre, Isabelle, mon associée, pour comprendre un peu, quel était vraiment ce besoin, et comment on pouvait y répondre. Mais j'ai pas vraiment cherché une idée. Et alors, entre le moment où tu t'es dit, «Il faut que je réponde justement, à ces besoins» et le moment où tu as lancé «Jean» entre guillemets, il s'est passé combien de temps? Je dirais qu'il s'est passé vraiment 6 mois. Je sais qu'on en parlait avec Isabelle, mon associée, à Noël et l'été d'après, je décidais que je réduisais mon temps de travail à l'hôpital et que je me consacrais à Jean. Donc il y a eu 6 mois où je suis vraiment allée interroger des femmes, interroger des professionnels de santé et où on a pris le temps avec Isabelle de comprendre vraiment ce qu'on avait envie de faire. C'est fou, enfin, c'est allé très vite en fait, c'est allé hyper vite Oui, et tant mieux, c'est génial. mmh. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment cool. Et comment on passe de ça, donc sage-femme à mi-temps avec, un side project sur le côté, à je lève 1 000 000 € pour Jean? Comment tu es passée de ça De à l'un à ça? l'autre. Tu m'aurais dit ça au tout début, j'aurais probablement paniqué. Mais en fait, c'est assez naturellement. Ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé à imaginer, ce qu'on voulait faire, on a compris qu'en fait, ce qu'on voulait faire, c'était créer des centres dédiés à la santé de la femme, donc créer un lieu physique. Et tu vois, dans l'entrepreneuriat, en théorie, tu es censé choisir un peu ta preuve de concept au début, ton MVP. Donc on s'est un peu cassé la tête à essayer de voir, c'était quoi un peu, le petit bout d'expérience qu'on pouvait commencer à tester avant d'ouvrir un centre, pour finalement comprendre que non, en fait, ça existe pas vraiment une version dégradée d'un centre, c'est un centre ou c'est rien d'autre. Et donc on s'est C'est dit: «Non, vrai. go, en fait, il faut y aller», et donc finalement, on a dû, trouver les financements sur, nos têtes et un pitch deck. Donc c'était pas forcément gagné d'avance, mais je pense que, la problématique, elle est assez évidente. Le marché, il est, énorme puisqu'on parle de 51% de la population. Donc finalement, on a réussi à trouver des investisseurs à l'écoute de ce projet, à trouver des banques qui nous suivaient et raison pour laquelle finalement, on a réussi à lever ce 1 000 000 € qui nous permet, d'ouvrir ce premier centre, dédié à la santé de la femme, au printemps prochain. Mais c'est fou, Mmh. c'est complètement fou parce que donc c'est justement j'allais, totalement venir à ce 1er centre, à Paris parce que c'est donc au final, c'est un projet qui s'est lancé rapidement, enfin, tu as répondu à un besoin, tu as mis en place, tu as trouvé des fonds, vous vous êtes enfin, tu t'es associé avant, enfin bravo en tout cas pour ce cheminement qui a été rapide et hyper bien ficelé. Et en plus de ça, il y a déjà un premier centre qui est en train de se construire, de se créer, avec une ouverture, prévue au printemps. Est-ce que du coup, tu peux, peut-être nous mettre dans la peau, d'une femme qui souhaite se rendre dans ce centre? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Quel est le process? Enfin, voilà, nous envoyer un petit peu du rêve sur, ces nouveaux centres, Jean. J'espère que le rêve sera proche de la réalité. Hem, J'en suis sûre. L'idée, c'est un centre, dans lequel tu vas trouver les principaux, professionnels de santé qui peuvent t'intéresser, quel que soit ton âge, parce que l'idée, c'est d'intéresser les femmes de la puberté à la ménopause, pour pouvoir proposer du suivi sur le long terme, et donc d'avoir tous ces gens-là au même endroit qui travaillent vraiment ensemble. Ça veut dire que l'idée, c'est pas juste, qu'ils travaillent les uns à côté des autres, mais qu'il y ait un vrai projet médical commun, qu'il y ait, voilà, un collectif de soignants qui soit engagé autour de valeurs et de convictions fortes dans la façon de prendre en charge la femme. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une ADN très forte. On veut presque créer une marque dans la santé. Donc l'idée, c'est quand tu es une femme, tu arrives dans le centre et tu sens cette énergie, tu sens cet ADN. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse te proposer au sein du centre un vrai parcours de soins. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle tu arrives chez nous, est-ce que c'est, tu vois, simplement ton rendez-vous de suivi gynécologique, annuel avec une sage-femme ou un gynéco, et ben, tu arrives chez nous, tu viens pour ta consultation et puis tu découvres qu'en fait, il y a aussi, un psychologue, il y a aussi, un généraliste, un kiné, un ostéo, qu'il y a
des conférences qui peuvent t'intéresser sur des sujets, je sais pas, fertilité, sexualité, projet de grossesse. Et donc, l'idée, c'est vraiment que tu trouves chez Jean un guide qui t'aide à se construire ce parcours de soins et qui t'accompagne sur la durée. Et donc, l'idée, c'est aussi que l'expérience soit enfin sympa parce que une femme, jusqu'à preuve du contraire, de la puberté à la ménopause, elle est pas forcément malade quand elle a besoin de consulter. Et donc, on voulait aussi revoir l'expérience du centre pour qu'il ressemble pas à un cabinet médical austère, froid. Et donc, que tu te sentes bien. Donc, ça passe par à quoi va ressembler le centre, le design du centre. Donc, il y a vraiment cette volonté que quand tu arrives, tu te sentes un peu chez toi, tu connaisses ton équipe, que tu puisses être là sur la durée. On aura une application en soutien du centre pour les patientes du centre sur lesquelles, sur ton application, tu pourras faire la prise de rendez-vous, tu pourras voir un peu la vie du centre, les événements. Et si tu le souhaites, tu pourras avoir un accompagnement renforcé avec un coordinateur de soins qui te connaît bien, qui fait partie du centre, qui t'aide à se construire ce parcours et qui peut te répondre en ligne sur l'application quand tu as quelques questions. Donc, en gros, c'est ça qu'on veut pouvoir, la promesse qu'on voudrait pouvoir faire aux femmes, c'est que quand tu rentres chez Jean, tu viens pas juste dans un centre de santé, tu rentres vraiment dans une bulle qui va t'accompagner sur le long terme pour avoir un parcours de soins personnalisé, holistique et vraiment sans couture. C'est génial. Pour le coup, ça fait «rêver» entre guillemets dans le sens où c'est vraiment quelque chose, tu as raison, c'était un vrai besoin. Aujourd'hui, il y a pas trop de suivi. On a un petit peu même d'ailleurs, je l'ai vu j'ai pas mal regardé votre page Insta et dans un des posts, vous dites que, il y a beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes qui ne sont pas allées voir un gynéco, depuis plus de 2 ans. Donc peut-être que via votre application, vous enverrez une notification: «Coucou, c'est l'heure de reprendre un rendez-vous avec ton gynéco». Donc tout ça, c'est génial. Bravo pour ce que vous faites. Et d'ailleurs, tu expliquais aussi, vous expliquez dans l'un de vos posts Insta, j'ai pas mal scruté ce que vous faites et tu expliquais que beaucoup de femmes ne savent pas que l'on peut aller voir justement une sage-femme libérale plutôt que d'attendre 6 mois d'avoir un rendez-vous avec un gynéco. Exactement. Ouais, c'est toujours pas. Alors, il y a un vrai mieux, mais c'est toujours pas super connu. Aussi parce que le métier de sage-femme, il fait que évoluer depuis plusieurs années. Donc, faut suivre cette évolution et puis que ça manque un peu de communication à ce sujet-là. Mais en fait, une sage-femme, donc aujourd'hui, c'est 5 ans d'études et bientôt 6, et elle a toutes les compétences pour s'occuper de la femme, de la puberté à la ménopause, donc même non enceinte, pour ce qui est du suivi de prévention. Ça veut dire ton suivi de routine. Donc ça va être le dépistage des infections sexuellement transmissibles, la prescription de la contraception, tu vois, ça peut être la pose de stérilet, la pose d'implants. Elle va être présente pour l'examen des seins. Et en fait, c'est un peu comme si c'était le médecin généraliste de la femme. Ça veut dire que on fait tout ton suivi de base. Et puis ici, et on est habilité à dépister la pathologie. Et si effectivement on en dépiste, là, l'idée, c'est qu'on puisse te réorienter. Et ouais, donc du coup, la sage-femme, elle peut complètement te suivre pendant toute ta vie gynéco si tout se passe bien. Et en plus, pendant les moments de vie forts comme la grossesse, le postpartum, évidemment, ça, c'est le côté plus connu de la sage-femme. Mais donc, effectivement, c'est des professionnels que tout le monde n'a pas l'idée d'aller voir aujourd'hui, alors qu'elles ont complètement une place. Elles font de l'échographie, elles font les IVG. Il y en a plein qui ont des casquettes supplémentaires, qui font de l'ostéopathie, de l'acupuncture. Donc, c'est vraiment un professionnel qui, à mon avis, va être de plus en plus fréquenté par les femmes. Je pense que ça va de plus en plus se savoir, d'autant plus à l'ère où les gynécologues en ville, ils deviennent un peu une espèce rare. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux intelligemment pour que nous, on puisse les décharger de ce suivi, de ce côté un peu prévention, et qu'eux puissent se focaliser sur les suivis, la pathologie ou les suivis plus spécifiques gynéco. Tout à fait. Et je rebondis sur 2 choses. Donc par rapport à cette histoire de sage-femme, donc bien évidemment qu'on peut aller voir des sages-femmes et tu as raison, tout le monde n'est pas encore assez informé. Et je voulais aussi rajouter que financièrement parlant, c'est aussi très intéressant d'aller voir une sage-femme comparé à un gynécologue. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça alors que c'est un élément important. Une sage-femme, une sage-femme, c'est 100% remboursé par la Sécu.
Donc effectivement, les spécialistes, surtout à Paris, en tout cas, les spécialistes, dont les gynécologues, eux sont rarement secteur 1, donc ça veut dire rarement 100% remboursés. Et donc c'est vrai que pour les personnes pour qui le côté financier et une difficulté d'accès aux soins, c'est important de savoir que la sage-femme sera entièrement prise en charge. Mmh. Et en plus, l'avance, enfin le montant à avancer en général, il est vraiment, enfin, il est autour des 30 €, non? Si Oui, je dis c'est pas de ça. C'est bêtises? en fait, en théorie, c'est 25 € la consultation versus un minimum de 80 € pour le gynéco. Ça va être... Exactement. Donc c'est sûr que c'est pas pareil. Bah, oui, exactement. Pour, comme tu le disais, un diagnostic qui sera aussi bon et enfin tu vois, un service qui sera aussi bon, que celui d'un gynécologue. Donc c'est quand même important de le Voilà. rappeler. Information, donc pour rebondir aussi sur ce que l'on dit, tu disais, les gynécologues, c'est aussi, une espèce de plus en plus rare. Donc information que j'ai trouvée aussi chez vous, donc chez Jean, vous dites que 49 des gynécos ont plus de 60 ans. C'est dingue! Ouais, c'est dingue. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant 10 ans, ça date un peu maintenant, mais pendant 10 ans, ils avaient supprimé, la spécialité de gynécologues médicaux, au concours de médecine. Et donc il y avait ce qu'on appelle les gynécologues obstétriciens, qui sont, les gynécos qui peuvent faire de la chirurgie et qui sont, ceux qu'on va classiquement voir, pour des problèmes chirurgicaux de gynécologie ou, dans les maternités pour, les grossesses. Et donc du coup, ce sont pas vraiment les gynécologues qui s'occupent de la contraception, de ton suivi gynéco de routine, etc. Et donc du coup, pendant 10 ans, comme ça a été supprimé, les répercussions, ils les ont remis, hein, il y a 10 ans, enfin il y a quelque temps, ils ont remis cette spécialité à l'ordre du jour. Mais du coup, on paye un peu le prix de ces 10 ans de suppression. Et donc aujourd'hui, effectivement, ils sont très peu nombreux. Et du coup, cet âge assez tardif, c'est le reflet de cette suppression. Et encore, une aubaine supplémentaire pour, le métier de sage-femme qui, du coup, sera encore plus mis en lumière, j'imagine? J'imagine. Après, on a quand même vraiment besoin des gynécos, donc il faut quand même qu'ils soient présents. Autant nous, on va pouvoir prendre le pas, effectivement, et aider pour tout ce qui est le suivi gynéco de la femme en bonne santé. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on trouve des gynécos dès qu'on dépiste de la pathologie et qu'on puisse les Ouais, réorienter. tout à Donc on fait. a quand même besoin vraiment d'eux et qu'ils soient présents. C'est vraiment un travail complémentaire. Donc même si nous, je pense qu'effectivement, les sages-femmes ont un vrai rôle à jouer qui ne fait que s'accentuer, il faut qu'ils soient là, quoi. On fait rien sans. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. On a besoin des gynécologues, ça, c'est une certitude. À travers Jean, vous parlez beaucoup de médecine intégrative. Ça veut dire quoi? Et aussi, tu parles beaucoup, vous utilisez souvent le terme holistique. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, qu'est-ce que vous voulez dire à travers ces termes-là? Complètement. En fait, on dirait un concept innovant, mais ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que si tu reprends la définition de la santé par l'OMS, si je dis pas de bêtises, l'OMS, elle dit que la santé, c'est un état, complet de bien-être, physique, mental, social, donc qui englobe vraiment, voilà, la personne dans sa globalité. Donc à la base, la santé, c'est ça, et c'est même en l'absence de maladie et d'infirmité. Sauf qu'aujourd'hui, souvent dans l'opinion publique, quand on dit santé, on pense médecine traditionnelle, tu vois, la médecine evidence-based. Et donc voilà, cette médecine stricto sensu traditionnelle. Alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire, si tu veux pouvoir t'occuper d'un patient de A à Z, c'est multidimensionnel. Il y a 1000 paramètres. Il y a le côté psychologique, il y a le côté physique, il y a le côté environnemental, le côté social, et j'en passe. Et donc, le concept de médecine intégrative, c'est justement quand tu abordes le patient à travers tous ces aspects-là. Et donc, du coup, ça veut bien dire qu'évidemment, il n'y a pas un professionnel de santé qui peut s'occuper de tous ces aspects. Et donc, c'est l'idée d'une médecine pluridisciplinaire, où vraiment tu as un parcours avec plein d'intervenants différents qui s'intéressent à toi dans ta globalité. D'accord. Et tu parles aussi beaucoup de médecine holistique? Ouais, alors c'est la même chose. En fait, il y a plein de termes. Parfois, on dit holistique, parfois on dit intégrative, parfois on D'accord. dit santé globale. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est cette idée
de voir le patient dans sa globalité. Et même, il y a un médecin que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Toledano, qui a créé l'Institut Raphaël, qui est un accompagnement des personnes qui sont atteintes de cancer. Et lui, il a créé justement une structure où il y a absolument toutes les disciplines possibles et imaginables qui peuvent intéresser ces patients-là. Et lui, il dit une chose qui est assez formidable, qui dit en fait, c'est une médecine qui cible le malade et pas la maladie. Et c'est assez vrai, c'est un peu cette idée que voilà, tu t'intéresses à la personne de A à Z sous tous ses aspects. Et donc, c'est très personnalisé, en fait. Et est-ce que, c'est ce que vous allez faire dans les centres Jean? C'est-à-dire que donc là, en fait, clairement comment dire? Pour, résumer ce que tu dis, c'est qu'on s'intéresse aussi, au psychologique finalement, hein, des patients, des personnes, qu'il y a aussi beaucoup de maux physiques et de symptômes qui sont liés, à l'aspect psychologique. Est-ce que du coup, il y aura, un suivi à ce niveau-là dans les centres Jean pour prendre en compte que, certaines femmes, n'arrivent pas à faire d'enfants? Donc des fois, il y a vraiment des vrais diagnostics qui sont posés et c'est très concret, mais des fois, ça vient aussi très fort de l'aspect psychologique. Est-ce que tout ça, ça sera pris en compte? Oui, complètement. Les psychologues, ça a été sans aucun doute, des professionnels, qu'on voulait avoir dans le centre. Donc oui, oui, c'est hyper important. La santé mentale, fera évidemment partie des choses qu'on voudra aborder, avec notre équipe. C'est bien. En plus, enfin, c'est un sujet, qui nous intéresse beaucoup chez Locomotive parce que, comme tu le dis, la santé mentale, l'anxiété, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans nos vies de plus en plus malheureusement, et qui est à prendre en compte, en fait, de plus en plus dans les maladies, dans les symptômes qu'on peut avoir, et du coup, ça me semble, extrêmement important. Donc c'est pas seulement d'inclure des psychologues, pardon, mais c'est aussi de comprendre un peu, comment on fonctionne finalement, comment l'être humain fonctionne. Complètement. Ouais, ouais, non, c'est au-delà, oui, je suis d'accord, c'est au-delà même d'avoir juste des psychologues, c'est vraiment réfléchir, ton approche du patient en prenant vraiment ça en compte. Et c'est tout l'intérêt de Jean, notre volonté de vouloir faire travailler une équipe ensemble, comme je te disais, de pas avoir juste des praticiens qui sont les uns à côté des autres. C'est en fait, ce côté santé mentale, il faut qu'il soit pris en compte, et chez la sage-femme et chez le gynéco, évidemment chez le psy, mais aussi chez le kiné, chez l'ostéo, et donc l'idée, c'est que, voilà, on travaille, en pluridisciplinarité, tu vois? Qu'on puisse discuter des patients, ensemble, pour que, tout le monde se nourrisse de tous ces éléments-là et que la santé mentale, ce soit un truc que tout le monde a bien en tête, quoi. Exactement, ouais, c'est top, c'est super. Génial, génial. Alors un autre sujet, qui est, de plus en plus abordé et c'est très bien et je suis certaine que tu me vois venir. Donc là, je vais te parler d'endométriose. Donc moi, c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup, parce que je m'y suis pas forcément intéressée. Seulement j'entends de plus en plus de choses, à ce sujet et surtout, j'entends qu'il n'est pas forcément normal, d'avoir mal quand on a nos règles, et Mmh. que ça peut être aussi une forme d'endométriose. Alors c'est quoi l'endométriose finalement? Alors, elle est pas facile cette question parce que expliquer vraiment ce que c'est l'endométriose, c'est un vrai challenge. Mais en gros, pour essayer de faire simple, faut s'imaginer que la muqueuse de l'utérus, donc un peu, on va dire les parois de l'utérus, il y a une couche qui s'appelle l'endomètre. Et ces cellules de l'endomètre, c'est les cellules justement qui vont, à chaque fois qu'on a nos règles, se détruire et donner les saignements. Et en cas d'endométriose, en fait, c'est des cellules de l'endomètre qui vont migrer à des endroits où elles ne devraient pas aller. Donc parfois, c'est à d'autres endroits de l'utérus, dans des couches plus profondes, mais parfois, c'est même sur d'autres organes, dont les organes du système digestif. Et donc du coup, à chaque cycle, au moment des règles notamment, ces cellules-là, ces cellules de l'endomètre, elles vont se dégrader et créer une inflammation. Et c'est cette inflammation qui est responsable de douleurs. Alors il y a autant de formes d'endométriose que de femmes. C'est-à-dire que les Ah symptômes, ouais. douloureux, ils peuvent être, tout à fait, tolérables, voire parfois passer inaperçus, comme, ils peuvent être super invalidants et inconfortables et ça devient un vrai handicap. Ça peut être que pendant les règles, comme ça peut devenir douloureux pendant les rapports, pendant l'ovulation. Ça peut être, même des symptômes digestifs, tu vois, de la constipation. Donc, il y a plein de formes d'endométriose différentes, mais effectivement,
un message que ça soulève qui a longtemps été sous-estimé, c'est que en fait, avoir des règles douloureuses, c'est pas normal. Et donc, souvent, ça se manifeste dès le plus jeune âge, l'endométriose. Et donc, qu'il faut penser à consulter en cas de règles douloureuses pour voir justement quelle prise en charge on peut mettre en place, voir s'il s'agit d'endométriose ou pas. D'accord. Et c'est quoi le diagnostic? Comment le médecin sait? C'est peut-être un petit peu trop poussé comme question, mais du coup, ça me turlupine. Comment est-ce qu'il peut savoir que nos symptômes sont des symptômes liés à l'endométriose? Alors, c'est pas facile justement, le diagnostic d'endométriose, il est compliqué et on n'arrive pas toujours à établir un diagnostic, clair. La première chose, c'est l'interrogatoire. Donc c'est justement te poser plein de questions sur tes symptômes, comprendre quand ils sont apparus, à quel moment du cycle tu les ressens, et cetera. Et déjà, de base, tu peux avoir des vraies suspicions d'endométriose rien que sur cet interrogatoire, cette anamnèse. Et après, quand tu veux vraiment en avoir un diagnostic, sûr, en théorie, il faut passer par l'imagerie, et aller faire une IRM. Ça peut être échographie, ça peut être IRM. Sauf que, là, la difficulté, c'est d'arriver à voir ces lésions liées à l'endométriose qui sont pas faciles à voir et qui demandent un œil avisé du praticien. Et donc il faut trouver sur les bons radiologues qui vont vraiment arriver, à diagnostiquer, ce qui est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a 7 ans de retard au diagnostic sur l'endométriose. Donc entre le moment où tu te dis que tu as mal et qu'en fait, il faut consulter pour ça et le moment où on arrive éventuellement, ce qui est pas toujours sûr, à diagnostiquer ton endométriose, ça peut être un sacré parcours du combattant. D'accord. Et alors, une fois que l'on diagnostique une éventuelle endométriose, à quoi ça sert finalement de diagnostiquer ça? Est-ce qu'on a des solutions pour remédier, aux symptômes désagréables? Alors là encore, c'est assez variable, en fonction des femmes, puis même en fonction des praticiens qui les accompagnent. Parfois, c'est juste de mettre un mot, un diagnostic, qui peut, donner du sens à ces douleurs et qui peut suffire à la patiente si, toutefois la douleur est pas trop invalidante. Et donc il y a pas forcément si elle est pas spécialement gênée, au quotidien par ces douleurs, ça peut parfois juste, s'arrêter là. Dans d'autres situations, on met en place un traitement hormonal. Donc le traitement hormonal un peu classique, c'est, une pilule, qui va inhiber, bloquer tes règles et puisqu'il y a plus, les règles, il y a plus ces douleurs-là au moment des cycles, donc ça peut être ça. Et parfois, quand c'est vraiment, des lésions d'endométriose, importantes, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Mais donc là, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas et Bien on n'a sûr. pas toujours des solutions, médicales stricto sensus. Et donc, après, ce que maintenant on commence à bien comprendre, c'est que, le suivi gynéco suffit pas forcément, voire pas souvent à aider les femmes, qui sont atteintes d'endométriose et en fait, il y a plein de choses à imaginer. On les envoie voir un nutritionniste pour, trouver une alimentation anti-inflammatoire. Elles peuvent aller voir un ostéopathe, un kiné, un ostéo, le psychologue parce que c'est pas facile de vivre avec de telles douleurs, un sexologue parce que c'est des douleurs qui peuvent avoir lieu pendant les rapports. Donc en fait, il y a finalement, au-delà de vraiment un traitement au sens propre du terme, il y a plein de choses à mettre en place pour les femmes qui souffrent d'endométriose, pour les aider dans leur quotidien. Mais c'est ce que je te disais, il n'y a pas un traitement type parce que c'est à voir en fonction de chaque femme, de son lifestyle, à quel point elle est gênée ou pas, à quel point c'est handicapant. D'accord. OK. Bah, écoute, merci en tout cas pour pour nous éclairer en tout cas, sur ce sujet. Vous disiez que les femmes étaient oubliées de la santé puisque, la médecine s'était basée. Enfin là, je résume un petit peu, je fais un peu un raccourci. La médecine s'était basée sur les corps, d'hommes. Mmh. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça que vous disiez que les femmes étaient oubliées de la santé? Ouais, alors, en fait, c'est même assez fou, et ça, en vrai, je l'ai découvert en travaillant sur le jean, mais les femmes, le corps féminin a même été, occulté des études, scientifiques initialement. De la recherche. Pourquoi? Parce que notamment, le corps de la femme, je t'apprends rien, il est plus complexe du fait que nos cycles,
hormonaux. Et donc, du coup, on est allé vers la simplicité et on s'est basé sur le corps de l'homme, alors que c'est une évidence qu'on fonctionne pas de façon identique. Et donc, sur plein de points, aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'était trompé. Tu vois, c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, c'est vrai pour la migraine, c'est évidemment vrai pour les enjeux qui sont spécifiques aux femmes, qui sont les enjeux gynécologiques. Voilà, on s'est rendu compte tardivement que le corps de la femme avait vraiment des enjeux particuliers et qu'il fallait penser une santé, une médecine sexualisée. Et donc ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est dingue. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Bah oui, c'est dingue. Enfin, c'est dingue, mais en même temps, on le sait. Enfin, c'est dingue et c'est triste en même temps. Mais c'est bien que ça évolue. C'est ça qui compte. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi un autre de vos posts qui est hyper intéressant et qui est lié du coup à la découverte du corps de la femme et aux fameuses idées reçues et aux mythes. Donc c'est par rapport à l'hymen. Donc ça, c'est aussi quelque chose quand j'ai lu. J'ai rigolé parce que je me suis dit merde alors, même moi j'étais pas au courant. Donc écoute, je te laisse désacraliser un peu le mythe de l'hymen et de la virginité. Ouais, ça fait partie des choses qu'on pense savoir et qu'on sait pas. C'est cette idée qu'effectivement, quand tu es vierge, tu as un hymen qui est vraiment une membrane opaque à l'entrée du vagin et que le jour où tu as eu des rapports sexuels, cet hymen disparaît. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a évidemment autant d'hymen que de femmes. Et donc, c'est pas forcément en fait une membrane complètement hermétique. Ça peut avoir des formes différentes, une souplesse différente. Et donc, en fait, finalement, cette idée que la définition de la virginité, c'est la perte de l'hymen, en fait, est complètement fausse, du coup. Ça veut dire que même une femme qui a eu des rapports, elle peut garder un bout d'hymen après. Et moi, tu vois, pour te dire mon côté sage-femme, après un accouchement, quand parfois on a besoin de faire des points de suture au niveau du vagin, et je vois, parfois tu vois des bouts d'hymen restants. Donc c'est dingue. c'est en fait dans la tête de tout le monde, mais même dans ma tête il y a encore pas si longtemps, virginité c'était égal à hymen intact et perte de ta virginité égale plus d'hymen. Et en fait, c'est une idée reçue. Donc c'est pour te dire, on a des milliards de choses à apprendre encore sur le corps de la femme, à mon avis. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Déjà, quand on sait qu'on a découvert le clitoris en... Ouais. Alors, attends, tu connais la date, je suis sûre? Je suis en train de spoiler mon futur post. Arrête. Merde. Pardon. Parce que la semaine dernière, on a fait une intervention dans une faculté avec, tu connaîtras sûrement son compte, Charline Vermont, qui a créé le compte Instagram Orgasme et moi, Ouais. et qui justement parle évidemment de l'anatomie du clitoris et de tout ce qu'on ne sait pas, et qui explique que c'est encore un organe, il y a mille et une choses qu'on ne sait toujours pas sur le clitoris, qu'il a débarqué pour la première fois dans un livre d'SVT en 2017, et que voilà encore là il y a c'était dans le New York Times au mois d'octobre. Ils découvraient encore là, le mois dernier, combien de terminaisons nerveuses il y avait dans le clitoris. Enfin, c'est fou de se dire, il y a 51% de la population qui possède un clitoris. C'est dingue. Et on l'a jamais étudié avant, jamais en détail, quoi. C'est un peu lunaire. Ouais, c'est complètement lunaire. Mais du coup, donc j'imagine que tu fais constamment des recherches sur la femme, le corps de la femme. Ça doit être passionnant, tout ça. Passionnant. Franchement, j'avais l'impression de savoir déjà pas mal de choses en tant que sage-femme, et en fait, je prends beaucoup de recul et d'humilité en me rendant compte que non, enfin, moi-même, j'ai encore des milliards de choses à apprendre. Enfin, en fait, il y a plein de choses qu'on sait pas encore aujourd'hui, quoi. Ce qui reflète un certain patriarcat, mais on n'a pas beaucoup pensé à la femme. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Mais bon, on essaie de s'en débarrasser petit à petit. Vous en êtes où aujourd'hui avec Jean? Alors, comment ça avance? Vous êtes incubé, c'est ça? On est incubé depuis 6 mois dans un incubateur à impact qui s'appelle Make Sense. Oui, que je connais bien. Voilà. Et donc là, on arrive au bout de nos 6 mois avec Make Sense, mais on les perd pas de vue. C'est un accompagnement évidemment super riche et super utile. Et on est incubé aussi chez 50 Partners, où là, pour le coup, c'est une accélération à vie. Donc, on reste à leur côté encore pour un bon moment.
Et donc, voilà, donc on est accompagné par eux. Comme on a levé des fonds, on avait levé des fonds auprès d'investisseurs, que auprès de business angels, qui sont tous, franchement, on s'est entouré d'un crew d'investisseurs absolument formidable. Et donc, on est vraiment bien accompagné. On a fait exprès d'avoir des investisseurs un peu dans tous les domaines qui peuvent intéresser Jean. Donc, tu vois, on a des professionnels de santé, on a des gens côté immobilier, côté santé, côté tech. Donc, franchement, on a l'impression d'être super bien épaulés. Et donc, la levée de fonds fut une étape indispensable. On a toute la recherche de financement, que ce soit la levée de fonds ou le prêt bancaire. Tout ça, ça s'est complètement terminé là à la fin de l'été. Donc ça, c'est bon. Et on a trouvé notre local. On a signé notre local il y a un mois et demi. Donc là, on est à fond sur créer les maquettes avec nos architectes pour faire le lieu le plus adapté à ce qu'on veut créer comme ambiance. On démarre les travaux en janvier. Moi, je suis en train de créer l'équipe médicale. Donc, on avait déjà évidemment des praticiens qui étaient partants et qui nous suivent, mais il faut compléter cette équipe. On a recruté une personne côté marketing qui arrive avec nous en janvier, une stagiaire qui arrive avec nous aussi en février. Enfin voilà, l'équipe prend forme. Donc non, je pense qu'à partir de janvier, je pense que Jean va encore prendre une autre tournure, un autre rythme. C'est dingue. Et je trouve ça super que, tu vois, qu'on partage un parcours justement d'une sage-femme qui est devenue entrepreneuse / toujours sage-femme, mais de sage-femme à entrepreneuse. C'est quelque chose qui est plus rare, de venir du corps médical et de se transformer en entrepreneur. Et puis je trouve ça bien de faire tomber un petit peu je sais pas, tu vois, les doutes ou les peurs qui peuvent être liés à ces changements de vie, et montrer que c'est possible en fait. Ouais, c'est possible du moment qu'on est bien accompagné. Mais c'est vrai que c'est assez cool de se dire qu'un monde qui te paraissait pas du tout pour toi est totalement inaccessible. En fait, si t'es bien entouré et ultra déterminé, ça se fait. Alors, ça se fait clairement pas seul. Sans mon associée Isabelle, j'en serais jamais là aujourd'hui. Mais c'est bien que tu le dises. Ouais. Elle a un profil plus classique dans l'entrepreneuriat, prépa, école de commerce, elle était consultante. Mais du coup, on se complète super bien. On a un duo ultra complémentaire. Elle me fait monter en compétence sur plein de sujets. Je pense que je la fais monter en compétence sur des sujets de santé qu'elle ne connaissait pas forcément avant. Et c'est cool de voir que c'est pas deux mondes qui se confrontent, c'est deux mondes qui travaillent ensemble. Et finalement, grâce à ce duo, on arrive assez bien à allier santé et innovation. Et ouais, je trouve qu'effectivement, c'est assez puissant de se dire qu'en fait, même ces professionnels de santé, ils peuvent avoir un rôle à jouer. Et ouais, je suis super fière d'en être là aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sera la suite, mais quelle que soit la suite, en tout cas, je trouve cette expérience super riche. Et d'ailleurs, ça serait quoi la suite dans l'idéal pour Jean ? La suite dans l'idéal, c'est que ce premier centre prouve toutes nos hypothèses et dépasse même nos attentes. Et à tel point qu'on en ouvre d'autres. L'objectif, c'est d'ouvrir d'autres centres. On a une ambition nationale. Le but étant pas forcément de se dire qu'on veut 1000 centres partout en France. On veut vraiment construire une culture forte. Donc, il ne faut pas que ça se fasse au prix de la croissance. Que la croissance se fasse au prix de la culture plutôt. Mais voilà, il y a cette volonté, en tout cas, d'être un vrai guide pour les femmes de la puberté à la ménopause. Et donc, cette façon de guider les femmes, ça va passer par les centres, ça passera par l'app, mais si ça se trouve, voilà, il y aura peut-être 10 000 autres leviers d'action à imaginer. Est-ce que ça va être créer des formations pour les professionnels de santé? Est-ce que ce sera avoir un système de franchise? Voilà, il y aura plein d'autres choses à imaginer, mais toujours drivé par cette volonté d'impact et cette volonté de vouloir repenser la santé, une santé intelligente pour les femmes. Eh ben bravo. Tu disais que tu étais fière de toi, mais tu peux être fière de toi, je confirme. Vraiment, bravo.
Longue vie à Jean. Merci infiniment, Valentine, pour cet échange. C'était génial. Ce n'est pas encore terminé. Tu ne le sais probablement pas, mais dans les locomotives, on a toujours 3 questions rituelles à la fin de chaque épisode. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure. Tu as dit que sage-femme, ça avait toujours été ton rêve, mais est-ce que c'était déjà ton rêve vraiment de petite fille? Bah oui, je crois, honnêtement. J'ai toujours eu un attrait un peu étrange pour les ventres ronds et les femmes enceintes. Ça partait de là. Finalement, aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à la femme dans sa globalité. Mais ouais, je crois que ça date de toujours. Et il n'est pas question d'arrêter, d'ailleurs. Je ne serai jamais sage-femme. Tu vois, je pratique encore à l'hôpital et je travaillerai en tant que sage-femme dans le centre Jean. Donc, je n'ai pas vocation à stopper le soin. Je pense que ce serait même pas envisageable pour mon équilibre personnel. Est-ce que tu as un mantra dans la vie, une phrase qui te guide en particulier? C'est une bonne question. Pas vraiment, mais cette notion en tout cas que j'ai découvert dans l'entrepreneuriat, que si tu te donnes du mal, tout est toujours possible. Alors, toute proportion gardée, mais qu'en tout cas, voilà, aller toujours chercher plus loin, cette idée du toujours plus, de rendre tout possible. Je trouve que c'est pas un mantra que j'ai depuis toujours, mais que c'est un bonheur de découvrir ça depuis 2 ans, et même un peu plus du coup à travers ce monde entrepreneurial que je côtoie à travers mes copains. Je dirais que c'est ça, quoi, cette idée que si tu te donnes du mal et que si t'es bien accompagné, tout est possible. En tout cas, c'est le mantra qui te donne des ailes en ce moment et qui donne le carburant nécessaire à Jean. Donc, c'est top. Merci, tu as raison. C'est un très beau partage d'état d'esprit et de philosophie de vie. Et pour finir, selon toi, c'est quoi être une locomotive? Fallait que je te la pose. Du coup, ça prend sens dans l'entrepreneuriat, je trouve. Ouais. Mais pas que, dans la santé de la femme. Cette idée justement que seul t'arrives à rien, mais du coup tu fais partie d'un tout, que ce grand train qui nous fera changer la santé de la femme, il est fait de plein de locomotives, et j'ai l'impression qu'on est au début, on a fait juste un petit wagon pour l'instant, mais hâte d'en avoir plein d'autres, et du coup je trouve que ça fait une belle image, une belle métaphore de l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est top. Écoute, Valentine, merci infiniment. Je te souhaite que du succès et du bonheur surtout. Je dis toujours, c'est le plus important. Oui, t'as raison. Merci beaucoup, Valentine. Merci beaucoup, Sandra, de m'avoir accueillie à ton micro. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.